Bonjour à tous les cinquièmes. Donc forcément, on va reprendre un peu comme les troisièmes et les quatrièmes avec un cours commenté. Et puis on verra comment faire les évaluations, peut-être par Moodle. Donc dans le chapitre dans lequel vous êtes, description des constituants et des états de la matière. Donc forcément, les dernières semaines, vous n'avez pas noté beaucoup de cours. On a fait beaucoup d'exercices de conversion. On a fait beaucoup d'exercices numérique, n'oubliez pas, PCCL, Physique Chimie Collège Lycée, qui est un super site, très interactif, vous pouvez apprendre vraiment plein de choses là-dessus. Et puis, on n'a pas, on va dire, débriefé sur les résultats des expériences qu'on a faites à la fin des cours. Donc c'est le moment, et je vais vous distribuer ce cours pour que vous puissiez l'imprimer ou l'écrire vous-même sur votre cahier. Voilà, donc on commence par problématique numéro 2. Qu'est-ce qu'un corps pur? Un corps pur est une substance constituée d'une seule sorte de molécules. Alors les molécules, vous ne savez pas ce que c'est pour le moment. Dites-vous que ce sont tout simplement des particules qui, si on regarde la matière au microscope, on voit des petits grains et ces petits grains, on les appelle des molécules. Donc par exemple, l'eau, c'est donc un corps pur. Le dioxygène, ça vous en avez entendu parler en SVT, le dioxyde de carbone, c'est-à-dire que quand il y a une seule sorte de substance, on appelle ça un corps pur. Voilà. Et alors à l'opposé, qu'est-ce qu'un mélange? Alors un mélange, c'est s'il y a au moins deux substances différentes qui sont réunies dans le même récipient. Donc on peut citer des exemples simples comme du sable et de l'eau. C'est un mélange. Il y a deux choses. Il y a le sable et l'eau. Et même pire que ça, le sable quelquefois est constitué de différentes substances. De l'huile et du vinaigre. Il y a d'un côté l'huile, de l'autre côté le vinaigre. Et même, généralement, quand on mélange du vinaigre, le vinaigre c'est aussi mélangé avec de l'eau. Voilà. De l'air. Alors, ok, vous ne le saviez pas, mais moi je vous le dis, l'air, regardez au microscope, on ne voit pas qu'une seule substance, il y en a vraiment plusieurs. De la vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau fait partie de l'air. C'est pas parce que justement on ne la voit pas qu'elle n'est pas présente. C'est-à-dire que dans l'air que vous respirez, si d'un coup je refroidis l'air de la salle, il va y avoir de l'eau qui va apparaître sur les vitres par exemple, et cette eau, elle n'est pas apparue de nulle part. Elle était cachée dans l'air, un peu de la même manière que le sel est caché dans l'eau quand il se dissout. De la farine et de l'eau. Donc ça, ce sont des exemples de mélange. Donc vous voyez, il y a pas mal de mots à apprendre. Alors ça commence par un mot hétérogène. Donc un mélange est dit hétérogène si au moins deux de ses constituants sont visibles à l'œil nu, même après agitation. Donc forcément, quand on prend par exemple la superposition des jus de fruits de l'autre jour qu'on a fait en cours, si on délicatement les superpose, ils ne vont pas se mélanger. Par contre, si on agite, ils vont se mélanger. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'ils vont se reséparer? Non, ils ne se reséparent pas. Au contraire de l'huile et du vinaigre. Si vous les mélangez bien avec une cuillère, vous attendez une semaine et puis vous verrez qu'ils sont complètement séparés les uns des autres. Donc c'est vraiment la différence entre ces deux mélanges. Donc, ces mélanges peuvent être constitués de deux liquides comme l'eau et l'huile, ou l'eau et le pétrole. Donc là, c'est ce qu'on appelle hétérogène. Les deux ne se mélangent pas. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Ça constitue un mélange, les deux ensemble, mais on dit que ce mélange, il est hétérogène. C'est-à-dire que les deux restent bien séparés. Quand je dis que ça ne se mélange pas, c'est dans la vie courante qu'on dit ça. Mais en physique, on dit que les deux forment un mélange, mais il est hétérogène, car on voit les deux constituants, l'un à côté de l'autre. Ensuite, il peut y avoir aussi un liquide et un solide, comme l'eau et le sable, l'eau et la terre, l'eau et la farine.
Donc là, par exemple, on peut les séparer par filtration, hein, c'est ce qu'on avait vu en sixième. Mais ça peut être aussi un liquide et un gaz, comme par exemple de la limonade exposée à l'air libre. Ben, si vous exposez la limonade à l'air libre, vous allez voir les deux constituants. Vous allez voir les bulles qui sont dans la limonade et vous allez voir aussi le liquide. Et donc c'est un mélange parce qu'il y a plusieurs constituants. Il y a les bulles et le liquide. Et l'ensemble, c'est hétérogène parce que d'un côté on voit la phase gazeuse et de l'autre côté vous voyez le liquide. Donc si vous prenez l'ensemble, c'est un mélange hétérogène aussi. Ensuite, un mélange homogène. Alors c'est le contraire de hétérogène. C'est un mélange dont on ne peut distinguer les différents constituants à l'œil nu après agitation. Donc c'est l'œil qui fait office d'évaluateur, on va dire. L'eau peut former des mélanges homogènes avec d'autres liquides, comme l'alcool ou l'encre. C'est-à-dire que si je mélange de l'encre dans de l'eau, donc il y aura bien, ça sera bien un mélange, hein, c'est-à-dire qu'il y aura bien de l'encre et de l'eau, il y aura bien deux constituants, regardez au microscope. Par contre, regardez à l'œil nu, ben, vous ne pourrez pas faire la différence entre les deux, parce que les deux se seront complètement mis l'un avec l'autre, quoi. Donc vous verrez juste de l'eau qui est colorée uniformément. Donc c'est homogène, on dit. Et pareil, l'eau et l'alcool, hein, si, même par exemple n'importe quel alcool alimentaire, donc, par exemple la vodka, hein, c'est juste un mélange d'alcool et d'eau. Ben, finalement, est-ce que vous voyez l'alcool d'un côté et l'eau de l'autre? Non, hein, vous voyez deux liquides transparents qui sont complètement mélangés les uns aux autres. Donc là, on appelle ça un mélange homogène. Certains solides sont capables de se dissoudre dans l'eau et peuvent former avec elle un mélange homogène. Donc par exemple, le sel et le sucre. Ben oui, hein, le sel et le sucre, une fois qu'ils sont dans l'eau, on a donc de l'eau salée, mais est-ce qu'on fait la différence entre l'eau d'un côté et le sel de l'autre? Non, hein, parce que les deux sont uniformément mélangés bien comme il faut. On ne voit plus qu'une seule phase, et donc du coup c'est ce qu'on appelle un mélange homogène. Alors certains gaz peuvent aussi se dissoudre dans l'eau, comme le dioxygène, indispensable à la vie aquatique, ou le dioxyde de carbone présent dans les boissons gazeuses. Alors voilà, je ne sais pas si vous le saviez, hein, mais c'est bien ce gaz dont vous parliez en SVT, qui s'appelle le dioxyde de carbone, c'est bien ça qui est dans les boissons gazeuses. Ben en fait, si vous n'ouvrez pas la bouteille, ces bulles de gaz, ce dioxyde de carbone, il est bien dans la bouteille, il est bien dans l'eau. C'est ce qui donne justement ce goût à l'eau. Un peu comme le sel donne le goût à l'eau. Eh ben, c'est pareil. Donc ce dioxyde de carbone, il est bien dans l'eau, mais finalement, est-ce que vous arrivez à le voir? Ben non, parce que pour vous, d'ailleurs, vous pourriez vous tromper en faisant les courses, c'est-à-dire que quand vous regardez une bouteille, vous ne pouvez pas vraiment savoir si c'est de l'eau gazeuse ou non. À la limite, vous allez pouvoir le savoir enfin, soit vous lisez l'étiquette, évidemment, soit vous touchez la bouteille pour voir s'il y a de la pression, mais sinon, on ne peut pas vraiment le voir. Donc là, c'est ce qu'on va appeler un mélange homogène. Jusqu'à ce qu'on ouvre la bouteille, forcément, là, ça sera hétérogène. Alors le dioxygène, c'est pareil, c'est-à-dire que les poissons, eux, ils respirent pas de l'eau, hein, ils respirent vraiment quelque chose qui se trouve dans l'eau. Et c'est la même chose que nous, c'est-à-dire que c'est un gaz qui s'appelle le dioxygène. Alors il se trouve que ce dioxygène, selon la température de l'eau, on va pouvoir en mettre plus ou moins à l'intérieur. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais par exemple, vous prenez de l'eau du robinet dans un verre, vous voyez que l'eau dans le verre, et puis après, vous le laissez dans une pièce qui est bien chaude. Et finalement, avec la chaleur, le dioxygène va pouvoir rester un peu moins dans l'eau. Vous regarderez, hein, après avoir laissé ce verre d'eau sur votre table pendant une dizaine d'heures, et vous verrez, par exemple, le lendemain matin, il y a plein de petites bulles qui sont sur le côté du verre, qui sont accrochées au verre, donc qui n'étaient pas là la veille. En fait, c'est l'excès de dioxygène qui n'arrivait pas à être contenu dans l'eau, qui se montre un petit peu et qui est prêt à sortir de l'eau, à faire un peu comme
comme les bulles de l'eau gazeuse. Et donc finalement, plus l'eau est chaude, moins elle va pouvoir contenir de ce dioxygène. Donc en fait, vous l'avez compris, en gros, plus l'eau est chaude, moins les poissons vont pouvoir respirer correctement. Voilà. Donc ça va être la problématique numéro 3. Alors la 4. Qu'est-ce que la miscibilité de deux liquides? Alors encore des mots à apprendre. Si l'on dépose doucement de l'eau colorée au-dessus d'eau sucrée, les deux vont se superposer comme le ferait de l'huile et de l'eau. Si ensuite on mélange, on voit un résultat différent. C'est ce qu'on a parlé. L'huile et l'eau ne se mélangent pas et se superposent de nouveau quelques minutes plus tard. Au contraire, l'eau sucrée et l'eau colorée forment un seul et unique mélange. On dit que l'eau sucrée et l'eau colorée sont miscibles, tandis que l'eau et l'huile ne le sont pas. Donc en gros, le mot mélange qu'on utilise dans la vie courante, en chimie, on dit miscible. Voilà, donc c'est un mot qui est très fréquent, qu'on retrouve sur les produits, donc c'est pour ça qu'il faut l'apprendre par cœur, ce mot miscible. Donc, ok, on n'a pas fait le travail pratique encore sur l'eau sucrée et l'eau colorée qu'on superpose, mais on a fait quelque chose de similaire avec la superposition des jus de fruits. Alors, qu'est-ce que la solubilité? Bah oui, encore un mot, donc forcément, ça va vous rappeler quelque chose, c'était la semaine dernière, quand on avait avec la balance mis le sel dans l'eau. Et bien en fait, vous avez vu que l'eau ne peut contenir qu'une certaine quantité de sel. Et pas plus. Et vous avez tous trouvé la même chose. Alors évidemment, on n'a pas été hyper précis parce qu'il aurait fallu le faire gramme par gramme. Donc on aurait pu y passer 3 heures. Voilà. Donc par contre, vous avez tous vu que 30 grammes de sel dans l'eau, dans la même quantité d'eau que vous aviez tous, ça le faisait. Vous arriviez tous à faire disparaître, entre guillemets, le sel, je veux dire, dans l'eau. Par contre, 40 grammes, c'était pas possible. Vous aviez beau remuer, c'était pas possible de le dissoudre. Donc il y a bien une limite, et cette limite, elle est environ, retenez, de 35 grammes pour 100 millilitres. Et alors bien sûr, si vous mettez 10 fois plus d'eau, c'est-à-dire 1 litre, vous pouvez mettre 10 fois plus de sel, c'est-à-dire 350 grammes. Alors là aussi, ça dépend de la température. Plus l'eau est chaude, plus vous pourrez mettre de sel à l'intérieur. Voilà. Et sachez que ça dépend aussi du solide. C'est-à-dire que si vous prenez du sucre, vous pouvez en dissoudre 5 fois plus dans l'eau avant de le voir, le sucre, par rapport au sel. Donc c'est vraiment complètement différent suivant le solide que vous mettez dans l'eau. Alors, encore des mots à apprendre. Après le mot solubilité, vous avez 3 mots à apprendre. Soluté, solvant et solution. Alors, c'est très simple, c'est des mots très génériques, mais par exemple, je vous ai fait un exemple, vous n'avez plus qu'à calquer dessus. Le soluté, ça va être, par exemple, ce qui est donc ça va être par exemple le sel. Le solvant, ça va être par exemple l'eau, donc le liquide, c'est ce qui est le plus fréquent. Et puis, forcément, sel plus eau, ça fait eau salée. Et on parle de solution. C'est-à-dire l'eau salée, c'est la solution. C'est-à-dire un peu comme en maths, c'est-à-dire que c'est le résultat. C'est donc l'eau salée. C'est la solution. Alors évidemment, c'est pas forcément toujours ça. C'est pas forcément le soluté, c'est pas forcément la poudre. Le solvant, c'est pas forcément l'eau. Et donc forcément, la solution, c'est pas l'eau salée tout le temps. Mais dites-vous que le soluté, c'est ce qui est en minorité, en quantité. Voilà. Et après, le solvant, c'est ce qui est en plus grosse quantité. Bon, mais vous, en 5e, retenez juste ça. C'est-à-dire que si je vous dis soluté, pensez au sel ou au sucre. Solvant, pensez à l'eau. Et même au lycée, vous verrez, le solvant, c'est rarement autre chose que l'eau. Ça arrive, mais bon. Et la solution, donc, c'est le résultat, c'est-à-dire l'eau salée. Alors, donc la solubilité dépend du soluté et du solvant. C'est une expérience qu'on n'a pas encore faite, mais essayez de mettre un morceau de sucre dans de l'eau, un carré de sucre dans de l'eau, vous verrez ce qui lui arrive, sans même remuer. Essayez de mettre un carré de sucre dans de l'alcool, vous verrez ce qui lui arrive.
Et bon, je ne veux pas vous spoiler hein, sur ce qu'on va faire plus tard, mais en tout cas, c'est pas le même résultat. Donc du coup, si vous prenez un soluté et un solvant différent, la solubilité est différente. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas mettre, par exemple, dissoudre 350 grammes par litre dans l'alcool peut-être. Si vous prenez un litre d'alcool et que vous mettez du sucre à l'intérieur, ça se trouve, on ne peut pas mettre 350 grammes de sel. Voilà. Donc ça, on le verra dans un cas pratique. Alors voilà pour mon cours, en tout cas pour cette semaine, hein, ça vous fait beaucoup à apprendre, à recopier. Alors vous voyez que pour le moment, il n'y a aucun calcul, vraiment, hein, surtout en cinquième, il y a très peu de calcul. Mais alors par contre, une quantité de mots à apprendre incroyable, hein, avec le mot corps pur, le mot mélange, mais attention, hein, pas le mot mélange de la vie courante, hein, c'est-à-dire l'ensemble de deux ou plusieurs éléments, on va dire. Le mot homogène, le mot hétérogène aussi, qui est juste avant. Voilà. Et puis ensuite, le mot miscibilité. Voilà. Et le mot solubilité, soluté, solvant, solution. Bon, le test idéal, hein, c'est une sorte de test à trous avec tous ces mots-là. Voilà. Donc, ben, si vous voulez prendre de l'avance, donc apprenez bien ça. Et puis, ben, maintenant, je vais vous présenter le livre sur lequel on va peut-être pouvoir être amené à travailler. On se retrouve sur Micro-Méga Physique Chimie 5e. C'est un livre que j'adore, hein, qui présente beaucoup de très bonnes activités. Donc, on peut le feuilleter ensemble. Voilà, le chapitre, les thèmes. Donc, la partie A, hein, ce qu'on appelle les thèmes, nous, hein, organisation et transformation de la matière, mouvement et interaction, l'énergie et ses conversions, des signaux pour observer et communiquer. Donc ça, terminé. Ça, terminé. Ça, à la fin de l'année, on voit les circuits électriques, notamment la sécurité en physique. Et puis, la première partie, c'est celle qu'on est en train de faire. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a le volume et la masse qu'on a faite. Donc là, bon, ça serait bien que ça soit OK pour tout le monde. Les mélanges et les dissolutions, c'est ce qu'on fait cette semaine, hein, ce que vous avez à apprendre. Les changements d'état, c'est pour la semaine prochaine. Et puis, la matière dans tous ces états, c'est pareil, hein. On va apprendre les états de la matière avant de voir les changements d'état. Donc ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc cette semaine, vous avez à faire les mélanges et les dissolutions. Alors, on passe les chapitres. Voilà. Donc là, vous êtes dans quelque chose que vous connaissez. Il y a donc toutes ces petites fioles qui ne vous sont pas inconnues, avec ici les béchers, plus ou moins hauts, les Erlenmeyer, ici, et puis différentes fioles qui est jaugée. Hein. Rappelez-vous, jaugée, c'est quand il y a un seul trait. Quand il y en a plusieurs, c'est quand c'est gradué. Jaugée, c'est plus précis parce qu'on a juste à mettre un seul trait correctement, donc on passe moins de temps à le vérifier. C'est donc plus précis. Voilà, la matière dans tous ses états, donc ça on va garder pour la semaine prochaine. Les changements d'état de l'eau. Voilà, donc là c'est tout ce qui est cycle de l'eau. Allez, la semaine prochaine. Ça c'est pour plus tard aussi. Ça on l'a vu à moitié, hein, c'est-à-dire qu'on a vu que l'eau passait de l'état solide à liquide. Et pareil, inversement, hein, de liquide à solide. Hein. Dans les deux cas, ça passe à 0 degré, ni plus ni moins. Et puis par contre, l'ébullition de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui devient tout d'un coup vapeur, ça se fait à 100 degrés, et donc on ne l'a pas encore vu. Voilà. Donc il y a une expérience qui est associée à ça. Ça, c'est un test que j'espère vous faire faire quand vous reviendrez. C'est le test du sulfate de cuivre anhydre. Alors c'est en gros, hein, c'est un mot super compliqué. C'est juste pour dire que cette poudre blanche, quand on la met en contact avec quelque chose qui a de l'eau, elle devient bleue. Et s'il n'y a pas d'eau dans ce que vous déposez, c'est pas bleu. Donc ça vous permet de savoir s'il y a de l'eau ou pas. Voilà, ça s'appelle un test caractéristique. Donc on commence par des choses super simples. Alors des exercices, voilà. Et puis, enfin, ça fait pas de mal de le revoir, le volume et la masse. Alors ça,
ce qui est terrible, le volume et la masse, c'est qu'il y en a certains qui n'ont pas encore compris. Alors, le volume, c'est pour mesurer l'espace occupé par les choses. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un liquide, euh, ça peut être un coffre de voiture, voilà, n'importe quoi. C'est l'espace occupé par les choses. Et par contre, la masse, c'est vraiment ce que vous mesurez sur la balance, hein. C'est-à-dire, c'est, bon, pour ce qu'on dit en cinquième encore, c'est son poids. C'est vraiment la quantité de matière qu'il y a. Alors, donc mesurer le volume, c'est super important, hein. Vous voyez, là, ils ont mis un nounours dans l'eau. Et puis, bon, il n'a peut-être pas trop envie d'y aller, mais bon, voilà, le voilà noyé. Et en gros, bah, si après il y a marqué 65 et qu'avant il y a marqué 60, eh bien 65 moins 60, c'est le volume du nounours. Il fait donc 5 millilitres. Ici, c'est super important, c'est relier les unités de volume. Parce que, ok, on a fait des conversions, mais ce qui est super important, c'est de savoir à quoi ça correspond. Parce que, bon, si vous parlez de décimètres cubes, mais quand vous le mettez dans le tableau, mais que vous ne sachez pas ce que... Si vous ne savez pas ce que c'est dans le tableau, ça ne sert à rien. Alors, il faut savoir que 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Alors 1 centimètre cube, ce sont des petits cubes qui font 1 centimètre par 1 centimètre par 1 centimètre. J'ai dit à certains à la cantine le dernier jour, comme quoi il y avait des patates à manger en forme de petits cubes. Ben voilà, ces petits cubes, ils font 1 centimètre par 1 centimètre par 1 centimètre. Donc finalement, ben ça correspond à 1 centimètre cube. Et ça se trouve être la même unité que le millilitre. Donc finalement, si vous remplissez une fiole, par exemple, de 1000 millilitres, ben ça veut dire qu'avec toute l'eau qui est ici, si vous voulez remplir des petits cubes de 1 centimètre par 1 centimètre par 1 centimètre, et bien avec toute cette eau-là, vous pourrez en remplir 1000. Parce que 1000 millilitres, c'est 1000 centimètres cubes. Donc c'est une unité à vraiment apprendre par cœur. Alors après, il y a aussi 1000 litres, donc 1000 packs de lait, dans un mètre cube. C'est-à-dire un cube qui fait 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Et enfin, le litre, donc 1000 millilitres, 1 litre, c'est aussi un décimètre cube. Donc un décimètre cube, c'est facile, hein, c'est un cube qui fait 10 cm par 10 cm par 10 cm. Voilà. Et bien ce cube-là, ça fait 1 litre. C'est-à-dire que, en gros, si vous ouvrez un pack de lait d'1 litre, ben vous pouvez remplir aussi ce petit cube avec tout le contenu du pack de lait. Hein, le pack de lait, il semble plus gros, mais en fait, il ne l'est pas. C'est juste qu'il est moins haut et plus large. Voilà. Et donc 1000 millilitres, c'est-à-dire le contenu de la fiole ici, vous pouvez le mettre complètement à l'intérieur de ça. Alors, la suite. Alors, ça, faire le lien entre la masse et le volume, ça c'est un peu plus compliqué. On ne l'a pas encore fait. C'est-à-dire que, en gros, quand vous parlez de quelque chose qui est lourd par rapport à quelque chose qui est léger, ben, c'est parce qu'inconsciemment, dans votre tête, vous le reliez à si quelque chose prenait la même place dans l'espace, eh ben, il serait plus ou moins lourd. C'est ça qui est important de voir. Donc là, ça, on le verra un petit peu plus tard. La masse de l'eau. Alors la masse de l'eau, bon, ben voilà, c'est ce qui est pratique, hein. C'est que justement, eh ben, 1 litre d'eau, ça fait 1 kilogramme, pile poil. Donc ça, c'est valable que pour l'eau. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas faire d'erreur. C'est-à-dire que par exemple, vous achetez 1 litre de lait, eh ben, le contenu qui est dans le lait, ça pèsera plus qu'1 kilo, parce que le lait n'est pas de l'eau. Voilà. Alors si vous faites avec de l'alcool, c'est pareil, hein. L'alcool, c'est plus léger que l'eau. C'est-à-dire que je remplis un bécher avec de l'eau, et puis je remplis ce même bécher avec de l'alcool, et bien voilà, le bécher avec de l'alcool sera plus léger que le bécher avec de l'eau. Voilà, donc là c'est l'essentiel. Donc ça peut être pas mal, hein, de vous regarder ces fiches-là, hein, pour retenir. Et puis les fameux exercices. Alors vous vous rappelez, hein, les exercices, hein, le coup de l'œil bien placé. Voilà, ça c'est important. Et je sais que quand on a fait le travail sur la solubilité la dernière fois, quand je vous ai demandé à chaque groupe de mettre 100 millilitres, il y en a certains qui avaient encore tendance à mettre moins, parce qu'il y en a plein qui ne voient pas que l'eau monte sur les bords du récipient, que ça soit un tube à essai, une éprouvette, n'importe quoi. Voilà.
Alors après, bon, pour mesurer la masse, hein, vous le faites tous, hein, voilà, vous faites tard à chaque fois, et vous comprenez bien que c'est comme ça, vous ne mesurez pas le poids du récipient. Ça ne sert à rien. Ou sinon, après, vous faites une soustraction, mais c'est un peu inutile. Et puis bon, ben là, pour cette semaine, ce qui est important, c'est les mélanges et les dissolutions. Donc là, ben voilà, on est dans un domaine qui est un petit peu connu, hein. Notamment ben, des liquides qui se superposent, ça c'est l'eau et l'huile. Ça c'est l'eau et le sirop, donc là c'est ce qu'on appelle un mélange homogène. Le vinaigre et l'huile. Alors le vinaigre et l'huile c'est un petit peu particulier parce que quand on les mélange, ils forment ce qu'on appelle une émulsion. C'est-à-dire qu'ils peuvent se mélanger mais partiellement. Donc ça retenez pas, j'aime pas trop cet exemple. Page suivante. Alors ici on a de l'eau et puis à l'intérieur ben, des solides. Donc quand c'est du sucre ou du sel, il y a une partie du sel qui se dissout. Par contre, quand vous mettez de l'eau et du sable, eh ben, il n'y a rien qui se dissout. C'est-à-dire que tout le sable que vous avez mis au départ, il reste au fond. Et puis là, ben, il y a forcément tous les mots, vous voyez, qui sont dans ma leçon. Donc il faut vraiment bien les apprendre. Et vous avez les définitions, encore une fois. Puis pareil, hein, je vous parlais de gaz dans l'eau, visible ou pas, donc ça aussi. Alors après, ben, de quoi on parlait là avant de partir du cours? Eh ben, de la mer Morte, notamment. La mer Morte qui a beaucoup de sel. Et en fait, elle en a tellement de sel que vous pourriez lui en mettre d'autres. L'eau n'accepterait pas le sel. Donc elle rejetterait le sel. Elle le mettrait où donc? Au fond ou sur les côtés. Donc c'est pour ça que ces roches sont complètement blanches parce que ben maintenant l'eau elle est saturée en sel. On appelle ça saturé. Donc par exemple, hein, vous connaissez le chiffre maintenant, dans 1 litre d'eau, si vous mettez 350 grammes de sel, vous la saturez. Vous ne pouvez pas en mettre plus. Et donc maintenant, ben, toute l'eau qui va s'évaporer dans la mer Morte, eh ben, tout le sel qui est en trop va se déposer au fond ou sur les côtés du lac, enfin de la mer. On appelle ça une mer, mais bon, c'est un lac. Hein, c'est quand même isolé du reste. Maintenant. Déterminer une solubilité, ben, ça vous l'avez fait, vous savez faire. C'est-à-dire que bon, vous avez rajouté du sel petit à petit, et puis vous avez vu combien vous pouviez mettre de sel dans l'eau, combien vous pouviez en dissoudre, avec un mot de vocabulaire, la solubilité. Et puis voilà, un bilan hein, qui est bien fait, hein, je dois dire, donc n'hésitez pas à le regarder. Alors, dissolution des gaz, ça on ne l'a pas encore fait. C'est quelque chose qui s'appelle l'eau de chaux. Donc ça n'a rien à voir avec de l'eau, hein, c'est un produit comme un autre. Et c'est un liquide qui est transparent. Mais en fait, ce liquide transparent, quand il est en contact avec le gaz qui s'appelle dioxyde de carbone, eh ben, il devient trouble. Donc ben, vous devinez bien hein, que dans le Perrier, il y a bien évidemment du dioxyde de carbone. Tout autre gaz ne permet pas de troubler cette eau de chaux. En réalité, il y a une réaction chimique. Donc vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une réaction chimique, mais voilà. Donc ça s'appelle aussi un test caractéristique. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une poudre qui devenait bleue en présence d'eau. Et bien là, je vous parle d'un liquide qui devient trouble en présence de dioxyde de carbone. Donc c'est un test pour savoir s'il y a cette matière qui s'appelle dioxyde de carbone. Et puis des exercices. Donc pourquoi pas faire des mots casés, ils appellent ça des QCM, et plein d'exercices sur ça. Voilà. Mais déjà, bon, apprenez bien votre leçon et ça sera déjà pas mal. Et ça, ben, je vous le réserve pour une prochaine fois. On parlera des changements d'état avec des courbes que vous avez pu apercevoir assez rapidement et que vous connaissez. Voilà. Donc là, après, ben, les mouvements dans l'univers du système solaire. Donc ça, c'est pour d'autres chapitres. Bon, l'astronomie, je le réserve surtout pour la classe de 4e. Et puis le mouvement, hein, qu'on a déjà vu, les trajectoires, donc l'énergie électrique, ça on ne l'a pas encore vu. Hein. Voilà. Donc vous pouvez feuilleter un petit peu pour savoir ce qu'il vous reste à faire, mais après, vous ne prenez pas trop la tête. Hein. C'est-à-dire que dans l'ensemble du livre, ce n'est pas forcément ce qu'on va faire en 5e. Chaque prof peut décider ce qui est fait en 5e, 4e et 3e. Le but, c'est que tout soit fait en fin de classe de 3e. Voilà.
Donc là, on verra notamment pour l'électricité comment se protéger en électricité parce que c'est la base et que plus on l'apprend tôt, mieux c'est. Et là, bon, là, vous connaissez par cœur, hein, vous vous souvenez, c'est la propagation de la lumière. Hein, les trois écrans pour montrer que la lumière va bien tout droit. Bon, voilà, le système Lune, Terre, Soleil, les éclipses, etc. La forme des ombres des objets. Si je reviens ici, vous avez source primaire, source secondaire, etc. Voilà, les différents dessins. Le son, donc on l'a vu vite fait, hein, la cloche à vide, vous voyez, on a fait l'expérience. Après, il y a le coup de la bougie aussi, c'est-à-dire que comme vous savez maintenant que l'air porte le son, ben, finalement, ben, le son fait des vagues dans l'air et ces vagues sont capables de déplacer la flamme d'une bougie. Voilà. Alors, les questions ne sont pas toujours faciles, mais en tout cas, il y a beaucoup de documents à chaque fois qui sont très faciles à lire, à comprendre, très imagés, et ça peut vous permettre d'apprendre toujours plus. Alors à la fin du livre, vous avez donc ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire que vous devez savoir faire les tableaux, grammes, donc pour tout ce qui est masse, tout ce qui est mesure de volume, voilà, la verrerie, bon ça je vous ai donné les plus importants, etc., etc. Donc c'est à savoir. Voilà, ça on l'a pas encore vu, on n'a pas eu à s'en occuper. Voilà. Et puis à la fin, vous avez un lexique, mais surtout toutes les activités, donc QCM, mots casés, etc. Je retrouve l'essentiel, tout est corrigé. Donc ça vous permet de faire des exercices, des devoirs de... Alors on va pas appeler ça des vacances du coup, hein, c'est pas des devoirs de vacances, mais vous devez être assez submergé partout. Voilà. Alors mouvement circulaire, mouvement uniforme, qu'est-ce qu'un infrason, qu'est-ce qu'un isolant. Alors le pH on le garde pour plus tard. Pareil les acidités, mais vous voyez, hein, il y a corps pur, cône d'ombre, dense, décibels, enfin, des mots que vous devez connaître, beaucoup de mots à connaître. Planète, surface libre, trajectoire, vapeur, vitesse, soluble, solubilité, tarer la balance, trajectoire, soluté, solution, solvant. Il y a un paquet de mots, donc il y a un paquet de choses à faire. Voilà. Alors moi je vous dis à très bientôt et donc on travaillera avec Moodle et notamment par QCM. Et pour toute question, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse que vous voyez, hein, l'adresse de ce compte YouTube qui est donc notée dans les consignes du cahier de texte, mais aussi dans les consignes Forum des nouvelles dans Moodle. Allez, à très bientôt, à la semaine prochaine.